Je suis Aurélie Palut, professeure au lycée Ozen à Toulouse et j'enseigne en prépa EC, ECG et ECT. Alors on peut envisager l'expression « perdu dans le monde ». Bien évidemment, on va commencer par une approche physique de cette question. Être perdu dans le monde, c'est être égaré, être dans l'errance. D'où aussi l'enjeu de la cartographie qui va permettre de fixer des repères et de s'approprier l'espace. On peut penser à la célèbre scène dans Jules Verne, Voyage au centre de la Terre dans le chapitre 28, où Axel est perdu dans un souterrain au centre de la Terre, sans eau ni lumière. Donc on a une scène qui suscite une sorte de claustrophobie parce que le personnage est vraiment perdu dans le monde. Il y a aussi une approche mentale. Alors pourquoi peut-on se sentir perdu dans le monde? Eh bien parce qu'en fait, il va y avoir un décalage entre notre façon de percevoir le monde et l'image que le monde nous renvoie. On peut penser par exemple à la vision du monde qui a pu évoluer sous l'effet des découvertes scientifiques. Pensons par exemple à l'infiniment grand qui a été révélé lors de la révolution copernicienne. Donc du XVIe au XVIIIe, la façon d'envisager le monde a changé et c'est ce dont témoigne le titre d'Alexandre Koyré, « Du monde clos à l'univers infini ». On a effectivement ce basculement d'un monde fermé au vertige de l'espace infini. On peut aussi penser que la vision du monde a changé lorsqu'on s'est rendu compte que le monde ne s'en tenait pas à ce qui était visible. C'est le vertige de l'infiniment petit que l'on pense aux travaux de Pasteur sur les microbes. Au XVIIe siècle, il y a eu l'usage des lunettes et des télescopes qui a permis de bouleverser ce rapport scientifique au monde. Donc d'ailleurs, Pascal, dans ses pensées, rend bien compte de ce vertige entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà ce qu'il dit dans la Pensée 73. « Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. » Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? On a ici ce vertige entre le néant et le tout, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a aussi des événements qui vont nous donner cette impression d'être perdus dans le monde. On peut penser à des événements qui bouleversent nos repères. Par exemple, la Shoah, qui va générer une perte de sens. L'homme se sent perdu face à la défaite de l'humanisme et au non-sens du monde. On peut aussi penser à certaines catastrophes qui nous donnent l'impression de fin du monde ou de fin d'un monde, en tout cas l'impression qu'il y a eu un avant et un après. C'est le cas pour les attentats du 11 septembre 2001, pour Tchernobyl ou encore pour l'épidémie de Covid-19. Donc lorsque l'homme se sent perdu dans le monde, il va devoir déployer des stratégies. Et les réponses qu'il va trouver sont plurielles. Il peut s'agir de réponses religieuses, scientifiques, philosophiques ou artistiques. On peut penser d'abord à la religion. C'est l'option que va déployer Pascal dans ses pensées. Pascal rappelle que l'homme est ce milieu entre le rien et le tout. Et il a cette citation très, très forte. « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». C'est-à-dire que l'homme va éprouver un vertige lorsqu'il se trouve face à un monde sans Dieu. Avec les pensées, il va proposer une apologie du christianisme. C'est-à-dire qu'il va proposer à l'homme de faire un pari, le pari de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que si l'on croit que Dieu existe et que l'on se détourne des biens de ce monde, eh bien, on n'a pas grand-chose à perdre. Si Dieu existe, on accède à la félicité, et si Dieu n'existe pas, on n'aura pas pour autant gâché sa vie. Donc finalement, avec cette réflexion sur la religion, Pascal propose à l'homme de trouver
sa juste place dans le monde. On peut aussi penser à la science qui propose des réponses face aux angoisses de l'homme. Parce que la science va nous permettre de nous approprier le monde, de mieux le comprendre. Au XIXe siècle, on va voir se développer le positivisme, c'est-à-dire une sorte de foi dans la science qui pourrait tout expliquer. Mais il faut garder à l'esprit qu'au XIXe siècle, on a aussi le développement de récits fantastiques. Alors comment comprendre cette concomitance ? Eh bien, les récits fantastiques nous disent peut-être que, au cœur du monde, il reste un certain mystère que la science ne saurait résorber. Dernière option possible, la philosophie. La philosophie comme recherche d'une sagesse. La philosophie ne cherche pas à apporter des réponses, mais elle permet de se donner les moyens de penser ce sentiment de perdition, de penser cette errance dans le monde, et c'est déjà une forme de satisfaction. Si on devait évoquer peut-être une approche ou un lien avec le monde actuel, on pourrait se dire que de nos jours, certains semblent perdus dans le monde. Je pense à la référence de Pierre-Henri Tavoyot, « Sauvons le débat ». Dans ce texte, le philosophe va s'intéresser aux polémiques et au complotisme qui émergent sur les réseaux sociaux. Comment interprète-t-il cela ? Eh bien, il explique que ces phénomènes se développent parce que certains se sentent perdus dans le monde. Et pour répondre à cette angoisse, ils vont en fait essayer de recréer un monde binaire, un monde manichéen, parce que cela leur offre une approche plus simple et des théories simplistes qui leur permettent d'évacuer leur angoisse. Donc on voit ici qu'il y a quand même des questions contemporaines qui émergent face à cette notion d'être perdu dans le monde. Perdu dans le monde, dans un sens plutôt social, et bien sur cette question-là, on peut penser au colonel Chabert de Balzac. Pourquoi ? Parce que Chabert est un soldat de Napoléon qui a été enterré vivant, et donc que l'on a cru mort. Lorsqu'il revient à la vie, lorsqu'il revient dans le monde a changé. On est passé de l'ère napoléonienne au monde de la Restauration, donc au retour de la monarchie avec Louis XVIII. Autrement dit, ce n'est plus le même monde, c'est-à-dire plus les mêmes dirigeants, plus les mêmes statuts sociaux et plus les mêmes valeurs. C'est l'argent qui a pris le pouvoir. Et donc ce personnage de Chabert est perdu dans le monde parce qu'il ne reconnaît plus les valeurs qui étaient les siennes. Pour ceux qui le rencontrent, il est aussi source d'angoisse parce qu'il va incarner le refoulé, ce monde d'avant dont les aristocrates ne veulent plus. Et à la fin, ce personnage qui était perdu dans le monde va s'y perdre à nouveau. Il va en fait s'enliser dans la perdition. Ce fantôme qui était revenu à la vie va redevenir fantôme et à la fin du livre, il est devenu fou, ou il régresse en tout cas, il se fait oublier et il finit dans un asile où il n'a plus aucune identité. On peut penser au film de Sofia Ford Coppola, Lost in Translation. C'est un film qui est sorti en 2003 avec Scarlett Johansson et Bill Murray. Donc on a deux Américains qui se trouvent en voyage au Japon et qui se sentent perdus dans le monde. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas leur langue, pas leur culture et qu'ils sont en décalage horaire. Mais ils sont aussi perdus dans le monde parce qu'ils sont finalement dans une sorte de quête existentielle, ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Charlotte ne sait pas quel métier elle veut faire et elle n'est pas sûre d'aimer son mari. Bob est un acteur dont la carrière est plutôt instable et le mariage en déclin. Mais alors que tous les deux sont un peu lost in translation, ils vont se trouver, se rencontrer et développer une sorte d'amitié amoureuse. Ensemble, ils vont faire donc face à cette perte de sens et ils vont explorer ce monde japonais en sortant de leur chambre d'hôtel et en allant se promener dans la ville. Par le dialogue, ils vont également apprendre à explorer leur monde intérieur et à le partager. Donc, ce que nous dit ce film, c'est finalement qu'il est possible peut-être de retrouver du sens, de se sentir moins perdu dans le monde grâce au dialogue, à l'amour et à l'amitié.